Bonjour et bienvenue dans Histoire d'échanger. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je sais que vous m'avez manqué. Je n'ai pas publié d'épisode la semaine dernière. En fait là, à l'heure où je vous parle, je suis dans mon nouvel appartement à Toulouse. Donc j'avais besoin d'un petit peu de temps pour vivre ce changement, faire le déménagement, passer mon examen aussi écrit pour ma formation de yoga. Bref, beaucoup de choses qui ont changé en 2 semaines. Dans tous les cas, je suis très contente aujourd'hui de partager avec vous cette interview. Aujourd'hui, on va continuer à parler du monde du travail. Quand je me posais des questions par rapport à ma démission, comment j'allais faire ce changement de vie et concrètement comment j'allais démissionner, j'ai découvert le site Postadem de Charlotte Apieto. Ses newsletters, son mini-programme de 7 jours, les articles sur son site et les différents témoignages m'ont vraiment inspiré et motivé pour poser à mon tour ma démission. Avec Charlotte, on a discuté donc de changement de travail, changement de vie. On a aussi parlé de son programme d'accompagnement pour ceux qui souhaitent pas forcément changer complètement de carrière, mais qui souhaitent aussi développer des projets à côté. Et j'étais ravie d'échanger avec Charlotte et de découvrir ses différents programmes et l'accompagnement qu'elle propose. Voilà pour cette petite intro. Je vous laisse donc découvrir ma conversation avec Charlotte Apieto. Changes come, changes go. Bonjour Charlotte. Bonjour Laura. Merci beaucoup d'avoir accepté donc, du coup, cette interview. Aujourd'hui, on va parler d'un grand changement que beaucoup de personnes vivent en ce moment, ou en tout cas dans mon entourage, les personnes de notre génération, le changement de job. Et c'est pour ça que du coup, je voulais t'interviewer en tant qu'experte de ce type de changement. Toi, tu as fondé Postadem. Mais tout d'abord, avant qu'on commence à parler du vif du sujet, je voudrais que tu te présentes et que tu nous racontes déjà tes changements. Et voilà. Ce que tu fais, tes programmes, voilà. D'accord, ok. Alors donc déjà aujourd'hui, je suis fondatrice de Postadem. Donc Postadem, c'est ce que j'appelle le repère secret des futurs démissionnaires. Donc c'est tout un univers pour des personnes qui sont en poste aujourd'hui et qui aspirent à autre chose, mais qui savent pas forcément quoi et qui savent pas forcément comment faire. Donc Postadem aujourd'hui, pour te dire ce qu'il y a dedans, et après je te raconterai le parcours sur ce qu'il y a aujourd'hui. Il y a déjà la communauté. La communauté, donc là, il y a une communauté en ligne et puis il y a aussi des apéros dans plusieurs villes. Au début, c'était uniquement Paris avec moi et maintenant, il y a de super ambassadrices dans plusieurs villes. Ensuite, c'est le média. Donc, il y a postadem.com qui est le site sur lequel il y a 3 contenus qui sont publiés chaque semaine, sans exception, avec des témoignages de personnes qui ont changé de voie, que ce soit d'ailleurs des reconversions radicales ou pas. L'objectif, c'est d'avoir plusieurs exemples très variés. Et aussi où il y a mes chroniques, mes articles, etc. Donc ça, c'est le média. Et ensuite, il y a mes programmes d'accompagnement individuel et mes programmes de formation en ligne. Donc soit pour trouver son prochain projet professionnel, soit pour créer son projet entrepreneurial. Donc voilà ce que je fais aujourd'hui. Mais du coup, j'ai pas toujours fait ça. Là, ça va faire 2 ans à date. En tout cas, ça va faire quasiment 2 ans que je travaille sur Postadem à plein temps. Et avant, alors moi, j'ai commencé ma carrière dans les ressources humaines. Donc j'ai fait mes études à Sciences Po à Paris et à l'ESCP Europe, qui est une école de commerce. Et j'ai commencé en ressources humaines et moi-même, je me suis aperçue que c'était pas dans cette carrière-là que je pourrais m'épanouir, bien que j'ai construit quand même toutes mes études dans cette direction-là. Une fois sur le terrain, je me suis rendu compte que ça allait pas être possible. J'avais l'impression de pas être assez stimulée intellectuellement. J'avais l'impression que j'avais finalement assez peu d'impact. Alors, ce qui est normal en début de carrière, mais je voyais bien que même pour les managers, les directeurs dans mon domaine, finalement, l'impact que moi j'avais envie d'avoir, c'est pas celui-là que j'allais pouvoir avoir plus tard. Donc, je me suis dit qu'il allait falloir changer. Et c'est là que je suis partie dans le conseil en management, alors spécialisée quand même RH et conduite du changement, mais dans une posture de consultante, ce qui est quand même très différent. Et là, j'ai eu plein de missions diverses et variées dans le cabinet où j'ai travaillé, dont malheureusement pas mal de missions qui manquaient cruellement de sens pour moi, où j'avais l'impression, comme je dis souvent, d'assister à des réunions inutiles, de faire des comptes rendus de ces mêmes réunions inutiles et de les transformer en PowerPoint et en tableau Excel, quoi. Voilà, et de veiller à envoyer des mails avec les bonnes personnes en copie cachée, c'est très politique tout ça. Donc, ce qui personnellement ne m'épanouit pas du tout. Moi, j'avais envie de créer, j'avais envie d'être libre, d'apporter des choses, d'avoir de l'impact, de faire ce que j'aime, etc. Et pas de me lever très tôt pour prendre le métro et aller dans des grands bureaux où il se passe finalement pas toujours grand-chose. Donc, du coup, c'est là que je me suis dit, ok, il va falloir que je trouve ce que je peux faire d'autre, ce qui n'est pas facile, évidemment, de trouver ce qu'on va faire d'autre. Donc, je me suis beaucoup questionnée, j'ai utilisé
mes années précédentes de développement personnel en me disant, il est peut-être temps de m'en servir pour de vrai dans la vraie vie. Et j'ai beaucoup exploré aussi, j'ai beaucoup réseauté avec des entrepreneurs, notamment dans le domaine de l'éducation, de la formation, parce que j'adorais la formation, j'en faisais, je donnais aussi des cours à côté. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis dit que mon projet qui me conviendrait, c'était d'allier l'entrepreneuriat et la formation et l'éducation. J'étais pas encore prête à monter ma boîte, donc j'ai commencé par me tourner plutôt vers des postes en start-up. J'ai cherché là-dedans. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que je suis passée par mon mini burn-out estival de l'été 2016, qui m'a fait prendre conscience qu'effectivement, il était temps que je pose ma dème et que je change tout ça. Et c'est pour ça que à l'automne, enfin en septembre 2016, j'ai posé ma dème du conseil pour rejoindre une toute petite start-up de 4 personnes dans le domaine de l'éducation et de la formation en présentiel et en ligne. Donc j'ai fait ça pendant quelques mois. J'étais commerciale et formatrice et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de quelques mois, j'ai eu une rupture conventionnelle et c'est là que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat moi-même. Donc j'ai commencé avec des missions freelance de formation. J'étais référencée dans des organismes de formation, donc j'animais des formations. J'avais aussi quelques clients par mon réseau. Je donnais aussi des cours et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à plancher sur le projet Postadem, partant du constat que j'étais pas du tout la seule à me poser toutes ces questions-là et que j'étais devenue un peu la référence autour de moi pour mes anciens collègues, mes amis qui me disaient mais moi aussi j'en ai marre, comment t'as fait, comment t'as trouvé ce que tu voulais faire ensuite, donne-moi tes conseils. Et je me suis rendu compte que j'étais dans le flow quand je répondais à ce genre de questions et que j'aidais ces personnes-là. Et c'est comme ça que je me suis dit je vais créer ce que moi j'aurais aimé avoir quand j'étais toute seule dans mon open space déprimée. Voilà l'histoire qui m'a amenée à Postadem. C'est vrai que quand on t'entend parler, on a l'impression que tu as vécu 1000 histoires, 1000 vies. Non, mais c'est rassurant parce que ça permet aussi de voir à quel point l'idée de Postadem ne t'est pas venue du jour au lendemain. Et je pense que c'est peut-être une des appréhensions des gens qui veulent, par exemple, démissionner pour pour monter leur boîte ou bosser sur leur projet. Il faut les rassurer sur le fait que ça ne va pas se passer du jour au lendemain et que toute transition, tout changement, surtout quand il est important comme celui-ci, ça prend du temps. Oui, c'est ça. Et j'ai testé d'autres projets. Tu vois, j'ai eu des projets autour de l'orientation scolaire notamment, où j'ai commencé par me questionner là-dessus, par faire des essais sur l'orientation scolaire. Par exemple, ce que je travaillais avec une autre personne sur le projet, on était même allé au salon de l'étudiant pour discuter un peu avec des étudiants, comprendre leurs attentes. Moi, je donnais énormément de cours aussi à côté de mon job, donc j'avais quand même l'habitude des étudiants, je discutais avec eux. Finalement, c'est pas le projet qui me correspondait, tu vois. Idem, d'ailleurs, ça vient de me revenir. J'avais fait tout un site sur Wix, un site pour présenter mes offres enfin, que je le retrouve, ce serait génial ça. Un site pour présenter mes formations que je pouvais faire en entreprise pour une cible de start-up. Donc, j'avais vraiment bossé là-dessus aussi. Et tu vois, au final, c'est pas ce que je voulais faire, donc c'est pas ce qui me parlait. À chaque fois, il y avait une très bonne raison. Dans l'orientation scolaire, c'est que finalement, j'avais l'impression, moi, de me heurter un peu à un mur parce que à 15-18 ans, ils se posent pas forcément ces questions-là. Donc, il y a plus un travail presque d'évangélisation à faire et moi, c'est pas ce qui me correspond. Par rapport à ce projet de formation pour des startups, moi, en fait, j'ai pas de plaisir à travailler en B2B pour des entreprises. Donc, d'ailleurs, pour ça que Postadem, c'est que du B2C. Tu vois, donc, quand on a des projets, oui, c'est pas forcément ceux-là qui vont fonctionner dès le départ parce qu'on n'est pas forcément aligné avec le projet non plus. Et justement, par rapport à ton expérience personnelle, professionnelle et par rapport du coup aux personnes que tu accompagnes en ce moment, tu dirais qu'aujourd'hui, quelle est la place du travail dans la vie des gens actuellement ? Alors, ça dépend pour lesquels. Ça dépend pour lesquels parce que chacun a un rapport différent au travail. Tu vois, il y en a qui vont considérer ça plus comme un gagne-pain et qui vont faire leurs horaires et puis ça leur convient comme ça et puis plutôt investir et mettre des priorités sur leur vie personnelle, vie amoureuse, famille, activités en dehors, etc. Donc, c'est une possibilité. Et il y a d'autres personnes qui font de leur travail vraiment une source d'épanouissement, une source aussi de sens, d'utilité pour eux. Donc, quand ça ne fonctionne pas et qu'ils ne se sentent pas à leur place dans leur métier, c'est là que ça crée pas mal de difficultés et c'est ça qui peut conduire à, par exemple, on a le triptyque burn-out, bore-out et brown-out. Le burn-out, c'est l'épuisement professionnel. Donc, typiquement, j'ai une grosse charge de travail ou alors je suis en tout cas dans un environnement qui ne me correspond pas et je burn, quoi, j'explose, c'est vraiment ça. Le bore-out, c'est l'épuisement par l'ennui. Donc, j'ai pas assez de travail. Je vois pas le sens de ce que je fais, mais je suis vraiment désœuvrée, ce qui est d'ailleurs pas facile à vivre du tout. Moi, je l'ai vécu l'équivalent de 3 mois, ce qui est court déjà, mais c'était très pesant. Surtout que c'est un peu stigmatisé quand tu dis à tes collègues
bah ouais, bah je m'ennuie, j'ai pas assez de travail. Oh, bah la chance, tu veux que je t'en donne? Bon, c'est pas vraiment ça qu'on a envie d'entendre. Donc il y a le burn-out, parce que du coup, bah on se dévalorise aussi en se disant j'ai pas de sens. Donc cette valeur travail, si elle est forte, bah c'est là que ça nous heurte. Et le brown-out, ça c'est le manque de sens à proprement parler. Tu vois, c'est vraiment je fais quelque chose, mais bah, par exemple, je me rends compte que je sais pas, moi, je suis chef de projet dans l'industrie du tabac. Par exemple, bon, bah, un gros désalignement par rapport aux valeurs et au sens de ce que je peux apporter. Ou alors, j'ai un job où concrètement, on pourrait très bien se passer de ce que je fais si simplement c'était mieux organisé, tu vois. Donc, c'est des choses comme ça qui font que quand la valeur travail est forte pour l'individu, bah, forcément, si ça se passe pas bien, c'est là qu'il y a gros conflit interne. Donc, cette place du travail, moi, si tu veux, j'ai un biais parce que les personnes qui sont dans ma communauté post-ADEME ou mes clients, forcément, cette notion de travail, elle est importante puisqu'ils cherchent à faire quelque chose qu'ils aiment. Donc, j'ai forcément un biais par rapport aux statistiques de la population, mais c'est clair que pour ceux avec qui je travaille, c'est quelque chose de capital qui est censé, en tout cas, apporter du sens et pas seulement un salaire. Et justement, pour ne pas arriver à ces cas un peu extrêmes de burn-out, burn-out, board-out, et de se dire, OK, là, j'en peux plus, il faut absolument que je change. Est-ce que tu penses qu'il y a des premiers signes qui pourraient nous alerter sur le fait que, bon, là, il est peut-être temps de commencer à se poser la question, d'aller voir le site Post-ADEME, de s'inspirer, et voilà. Alors, le site, il faut aller le voir le plus tôt possible pour se poser les bonnes questions. Non, alors, blague à part, c'est que c'est toujours très bien dès qu'on commence à se poser des questions. Alors, il ne faut pas non plus se prendre la tête parce que pendant 3 jours, ça s'est mal passé au boulot. Si c'est que ça, c'est ponctuel et ça ne nécessite pas une grosse remise en question. En revanche, si on voit que régulièrement, on commence à se dire, bah, j'ai pas trop envie d'aller bosser le matin. Je préférerais être chez moi qu'au boulot. Parce que c'est pas la norme hein, d'attendre avec impatience le vendredi. Il y a un espèce de mythe autour de ça. On dirait que c'est socialement accepté de se dire bon courage c'est quand vrai. tu vas au boulot, de C'est vrai. dire ah bah de toute façon ça va comme un lundi et puis ah vivement vendredi, ça y est c'est le week-end. C'est socialement accepté, mais il n'y a absolument pas de normalité là-dessus. Je veux dire, alors je vais prendre mon cas, mais c'est aussi le cas d'autres personnes de mon réseau que j'ai accompagnées, voilà, qui ont posé leur dev, en tout cas qui font ce qu'ils aiment aujourd'hui. Cette délimitation du temps, elle n'existe plus. Ça ne veut pas dire qu'ils s'organisent mal hein, entre vie perso et vie pro, mais ça veut dire que bah, si, admettons, on est samedi et on a envie d'aller travailler en terrasse au soleil parce qu'on aime ce qu'on fait, bah, on est heureux et on se dit pas oh là là c'est lundi qui arrive bientôt. Donc c'est pas normal d'angoisser à l'idée que le lundi arrive. Donc ça c'est un bon élément déjà pour s'en rendre compte. Donc au plus tôt on commence à voir les limites de ce qu'on fait aujourd'hui, au mieux c'est parce que quand on attend vraiment trop longtemps, par exemple si on est déjà en burn-out ou si déjà on est un peu arrivé au bout ou qu'on a perdu trop confiance en soi, etc., bah, du coup on est dans l'urgence de changer, de faire autre chose et ça se trouve pas tellement dans l'urgence tout ça. Dans l'urgence, on peut trouver un autre job pour avoir une bouffée d'air. Ça c'est possible, évidemment. Mais c'est pas dans l'urgence et dans le stress et dans le mal-être qu'on va en 15 jours trouver entre guillemets notre vocation. En tout cas, ce qu'on a vraiment fondamentalement envie de faire parce qu'on a besoin de passer par toute cette phase d'introspection, de réflexion, etc. Donc, le plus tôt et le mieux dès qu'on sent qu'il n'y a pas un alignement complet par rapport au travail. Ça ne veut pas forcément dire non plus qu'il faut poser sa DEM. Ça peut être aussi des ajustements en interne. Ça peut être aussi une mobilité. Ça peut être peut-être de mettre les choses au clair avec son équipe ou avec son chef. Ça peut être de faire du télétravail. Enfin, il y a plein de raisons hein, qui font qu'on n'est pas bien. Et donc, à chaque raison correspond une solution. Et parfois, il y a une solution qui est plus accessible. Et parfois, ça nécessite un changement plus important. Et c'est là que, si on anticipe, c'est mieux. Et donc, du coup, OK, on va se placer, on va se mettre à la place de quelqu'un qui, du coup, a fait cette réflexion, qui s'est dit, OK, c'est le moment, il faut que je pose ma DEM. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'amis autour de moi qui sont dans cette phase de leur vie, mais qui ont un peu peur. Il y a toujours une espèce de peur à l'idée de poser sa DEM. Quels sont les conseils que tu donnerais concrètement pour ce moment-là, ce moment précis? Comment faire, à quel moment le faire, voilà. Ok. Alors, des peurs, il y en a plein. Généralement, ce qui revient, c'est la peur de prendre une mauvaise décision si on change, la peur de recommencer de zéro, où on a tendance à se dire que c'est forcément quelque chose de radical et que tout ce qu'on a construit, toute l'expérience qu'on a, les diplômes qu'on a, ils ne servent plus à rien. Donc, il y a un peu cette peur de la perte. Tu vois, il peut y avoir aussi la peur du regard des autres, hein, des collègues, de la famille, des amis, du chef. Voilà, il peut y avoir aussi la peur financière quand il y a un changement qui implique éventuellement une perte de salaire, ce qui n'est pas toujours le cas.
Donc, il y a plein de peurs possibles. Si tu veux, il y a la peur de ne pas être légitime, il y a la peur d'échouer dans son projet, de ne pas retrouver d'autres jobs comme on voudrait, etc. Donc, il y a plein de choses possibles. Maintenant, des conseils pour mieux gérer ça. Alors, il y en a par milliers. On va dire que la première chose à faire, c'est vraiment cette phase d'introspection, de se questionner sur ce qu'on veut vraiment, sur ce qui nous plaît quand on est dans le flow ou quand ça ne nous plaît pas, de faire ce diagnostic déjà de départ, se questionner sur ses compétences, sur les talents qu'on a envie de mobiliser et d'arriver, grâce à cette phase d'introspection, à des idées de projet qui tiennent la route pour nous. Et ensuite, ces idées de projet, on va d'abord un petit peu les explorer, les tester avant de se lancer, parce que ce qui fait peur, c'est de se lancer du jour au lendemain sans filet de sécurité. Donc, avant de poser sa dème, entre guillemets, bien sûr, et de faire autre chose, ces autres projets, on va les tester. On va observer des professionnels, on va rencontrer des professionnels qui peuvent partager dessus, on va se renseigner à fond sur le sujet, on va participer à des conférences, à des ateliers gratuits, voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire pour explorer une idée de projet avant de se lancer dans le grand bain. Ça permet déjà de limiter les risques et d'avoir un petit peu moins peur. Après, la peur en soi, il y en a toujours, hein. Il y aura toujours une peur. Et la question, c'est est-ce qu'elle est paralysante ou pas? Et pour une personne qui a fait tout ça, qui a fait ce travail et qui maintenant doit passer par la case obligatoire de parler avec son manager ou son chef, enfin son boss, et donc du coup parler, donc du coup de ça, enfin, concrètement poser sa dème. Comment on fait? Quels sont les conseils que tu pourrais donner un peu concrets qui pourraient aider une personne qui a du mal parce que justement elle a peur du regard de l'autre? Ok. Alors déjà, par rapport au motif de rupture du contrat qu'on demande, post-ADEME, c'est pour le clin d'œil un peu fun, où on se dit « Ah, je vais poser ma dème, j'en ai marre ». En réalité, on va éviter au maximum la démission. On va largement préférer une demande de rupture conventionnelle, bien sûr. Après, il y a d'autres solutions, évidemment, mais l'idéal reste la rupture conventionnelle aujourd'hui. Par rapport à la manière de l'aborder, déjà, moi, ce que je recommande, c'est de pas d'être dans la menace ou la critique, tu vois, par rapport à l'employeur. Parce que souvent, il y a un petit peu de rancœur par rapport à l'employeur quand on veut partir, pas toujours, mais c'est souvent le cas. Moi, ce que je recommande, c'est vraiment de se poser sur quels sont les arguments que je vais présenter à l'employeur. Et j'aime bien prendre l'exemple de la maison à vendre. Ça me fait un peu penser à ça. Par exemple, tu vas acheter une maison, d'accord? Tu vas aller visiter la maison du vendeur, donc c'est le propriétaire, ça fait 30 ans qu'il habite dans cette maison. Bon, si tu veux qu'il te fasse la maison au meilleur prix et avoir une chance de négocier un tarif avantageux pour l'achat de cette maison, tu as bien plus intérêt à vanter les mérites de sa maison. Qu'est-ce qu'elle est belle, ça s'est bien organisé, ça s'est bien fait, ça c'est super ce qu'on avait fait, etc. Plutôt qu'à dire oh bah non, franchement, elle tombe en ruine, moi j'en veux pas cher, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que forcément, quand c'est, on va dire, quelque chose de relationnel, d'émotionnel, on n'a pas envie que ce soit critiqué. Et un salarié qui arrive en disant « Bon, moi, j'en ai marre, tout va mal, votre management, c'est nul, ça, c'est mal organisé, j'en peux plus, je veux une rupture conventionnelle », on ne se met pas dans de bonnes dispositions. Alors, évidemment, il y a très peu de gens qui s'y prennent comme ça. C'est un peu caricatural, mais l'idée est là. Donc, c'est de se poser en se disant comment est-ce que je vais présenter les choses à mon employeur pour qu'il comprenne ce qui, moi, me pose problème aussi aujourd'hui, ce qui justifie que je veuille partir et que ce soit des choses concrètes, d'accord, qu'il puisse vraiment comprendre. Et en parallèle, d'être quand même dans, on va dire, une négociation constructive en disant, ben voilà, moi j'ai appris ça dans l'entreprise, voilà ce que ça m'a apporté de positif, voilà ce que moi aussi j'ai apporté de positif à l'entreprise. C'est extrêmement important de pouvoir rappeler le rôle qu'on a eu, des résultats obtenus pour rappeler sa valeur vraiment, ok ? Et ensuite d'expliquer les motifs pour lesquels on souhaite partir. Donc ça, c'est la base. Et ensuite, ce qui fait qu'on va pouvoir essayer d'obtenir cette rupture conventionnelle, c'est notamment d'expliquer le projet pour après, et de faire confiance et au maximum, en tout cas, sur l'humain qui est aussi là pour aider et d'expliquer que, par exemple, si on a un projet entrepreneurial, c'est souvent ça qui pose le plus problème, on a besoin, pour pouvoir concrétiser ce projet, de son appui pour avoir le chômage ensuite, par exemple, tu vois. Quand on poste ADEME pour un autre job, ça, à la limite, on le cherche pendant qu'on est en poste et puis ensuite, on y va. Donc, ça, c'est pas trop un problème. Mais en tout cas, quand on a ce projet entrepreneurial derrière, c'est là que le risque se pose. Donc moi, c'est vraiment ça que je recommande. Et ensuite, c'est vraiment d'accompagner au maximum la transition, tu vois, pour l'entreprise. De dire, voilà, moi, je veux partir, mais je pars pas dans 15 jours. Donc, voilà, je vous l'annonce aujourd'hui. L'idée, c'est que je puisse être partie, par exemple, d'ici, admettons, 3 mois, 4 mois ou 6 mois, ça dépend de quand on anticipe. Et de dire, moi, je vais vous aider à faire la transition, à ce que tout soit à jour, à recruter, éventuellement à contribuer à recruter la prochaine recrue, à la former, faire la passation, c'est possible. En tout cas, d'essayer au maximum de rester en bons termes pour que l'employeur il comprenne bien le projet, qu'il comprenne aussi le problème, et puis qu'il y mette du sien pour le départ.
C'est super intéressant parce que c'est vrai qu'on le fait pas forcément et alors que c'est une conversation comme une autre en fait. Il faut l'aborder vraiment comme si c'était n'importe quelle évaluation d'année, enfin ou n'importe quel entretien qu'on aurait avec sa hiérarchie en fait. Après, c'est vrai que c'est quand même un cas particulier. C'est un peu comme tu prends une rupture amoureuse, c'est pas n'importe quelle discussion non plus. Tu vois, il y a quand même, c'est pas toi, c'est moi, quoi. Donc c'est pas facile. C'est quand même quelque chose de difficile parce que je suis à l'origine aussi de cette rupture-là. Et du coup, bah, il faut quand même que j'arrive à assumer jusqu'au bout ce que je demande parce que l'employeur, il y a aussi de grandes chances, si ça se passait bien, qu'il cherche à nous rattraper, tu vois. Donc il faut être sûr de ses positions déjà, de ce qu'on veut. Et puis, voilà, il y a quand même quelque chose d'assez douloureux dans le fait de demander cette rupture-là, même si c'est ce qu'on veut et qu'après on peut être soulagé, sur le coup c'est du stress. Donc au mieux on le prépare et au plus on est à l'aise sur pourquoi on le demande, etc., au mieux ça se passera effectivement. Et puis il faut se rappeler que les gens ne sont pas seuls. Enfin, justement, c'est pour ça que les programmes comme ceux que tu fais, tout ce que tu as construit autour de Postadem existe. Justement, je vais te laisser parler de Postadem et ce que tu fais. Comment tu accompagnes justement ces personnes qui sont en transition, qui ont besoin, enfin, qui ont envie de monter un projet. Moi, je sais que j'ai suivi la mini-série que tu as fait sur une semaine. Elle est vraiment top, mais au-delà de ça, enfin, il y a vraiment pour tout type de personnes qui ont besoin d'un accompagnement plus ou moins personnalisé. Alors déjà, moi, il y a vraiment 2 profils avec lesquels je travaille. Premier profil, c'est je sais que je veux quitter mon job, mais je ne sais pas quoi faire après. C'est aussi l'équivalent de quelqu'un qui a déjà obtenu une rupture conventionnelle, par exemple, et qui me dit, voilà, ça fait par exemple 6 mois, 1 an que j'ai eu ma rupture et je ne sais toujours pas tellement vers quoi me tourner. Donc, c'est je cherche ma voie, globalement. Deuxième profil avec lequel je travaille, c'est j'ai un projet, maintenant, il est plutôt clair, maintenant, comment je le concrétise? Et 90% du temps, c'est un projet entrepreneurial, d'accord? Donc moi, c'est vraiment ces 2 sujets sur lesquels je travaille et j'ai deux formats d'accompagnement. Il y a l'accompagnement individuel et il y a les programmes en ligne, hein, c'est 2 choses différentes. L'accompagnement individuel, donc moi, je fais des séances individuelles avec les clients avec qui je travaille. Donc on a un programme avec les thématiques sur lesquelles on va travailler. Il y a les programmes qui sont sur le site, hein, un nouveau départ pour trouver sa voie et monte ta boîte pour entreprendre. Donc ça donne en fait une idée à la personne intéressée de ce sur quoi on va travailler. Mais évidemment, après, en séance, quand on travaille ensemble, c'est forcément du sur-mesure parce qu'on n'est pas des robots. Mais en tout cas, ça donne la trame sur laquelle on travaille. Et ensuite, on a des séances de travail ensemble, hyper intensives, qui sont espacées à chaque fois de quelques semaines où la personne, elle est autonome dans ce travail entre-temps. Donc, elle a toujours sa liste de devoirs à faire d'une séance sur l'autre. Et elle a aussi l'accès à mes formations en ligne. Donc, elle a plein de choses en parallèle. Moi, ce que je cherche à transmettre dans ce travail qu'on fait ensemble, c'est à la fois de guider la personne sur de l'introspection, donc de lui poser les bonnes questions pour qu'elle trouve les solutions, mais c'est aussi de la guider dans l'action. Donc moi, pour ça que je me définis pas comme coach. Tu vois, c'est pas du coaching pur que je fais, parce que je vais aussi, notamment sur un programme comme les programmes pour l'entrepreneuriat, c'est aussi livrer du contenu, des conseils, des recommandations, des outils, des trames, tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment pour être dans le concret. Par exemple, sur l'accompagnement pour l'entrepreneuriat, on va être plutôt sur une phase d'introspection avec plutôt du travail de coaching pour clarifier l'idée, pour clarifier sa vision, etc. Mais après, quand on est sur le projet en tant que tel, avec mes clients, on va travailler sur s'il y a un blog, sur les articles de blog, sur les propositions commerciales, sur l'enquête qu'ils vont faire auprès de leur cible, sur leur business model, etc. Donc, on est quand même dans le très concret. Et pour trouver sa voie, eh bien, on travaille sur les aspirations, le bilan sur les compétences, sur les idées de projet. Je vais les guider pour aller explorer justement ces idées de projet et concrètement sur le terrain, qu'est-ce que je vais faire pour créer leur plan d'action pour la suite. Donc, on est dans le très concret là-dessus. Et donc, l'accompagnement individuel, aujourd'hui, c'est essentiellement moi qui le fais, mais j'ai aussi des coachs post-ADEME maintenant avec qui je travaille depuis quelques mois et qui font aussi les programmes d'accompagnement sur tout nouveau départ. Voilà, entrepreneuriat, à date, c'est moi qui le fais uniquement, mais sur nouveau départ pour trouver sa voie, j'ai des coachs qui le font. Donc voilà sur les programmes individuels. Et l'autre format que je propose, c'est les programmes en ligne. Donc ça, c'est des programmes de formation en ligne où du coup, il y a ma petite tête en vidéo. Et là, c'est pareil, les 2 programmes, c'est nouveau départ en version en ligne. Et l'autre, il s'appelle Side Project. Alors, Side Project, c'est un programme de 3 mois qui dure donc 12 semaines intensifs pour lancer un projet entrepreneurial en parallèle d'un job. Donc, on va vraiment de A à Z. Le point A, c'est aujourd'hui, je sais que j'ai envie de me lancer, j'ai une idée ou plusieurs idées, mais c'est un peu flou. Et à l'arrivée, au bout des 3 mois, c'est j'ai un projet qui est clair, je sais où je vais trouver mes clients, j'ai déjà testé mon idée et quasiment, je suis prête à me lancer. En tout cas, je peux prendre ma décision sur est-ce que
je poursuis le projet ou non, tu vois. Et ça, c'est un programme où, en fait, dans les 2 programmes, Nouveau Départ et Side Project, tu as le groupe de participants qui travaillent dessus. Side Project, ils le font tous en même temps, donc c'est une super team. Ils sont coordonnés et chaque semaine, ils ont les exercices à partager dans le groupe. Et moi, j'ai des mentors post-ADEME qui animent les groupes de formation et donc ils répondent aux exercices de chacun. Donc chacun suit la formation en ligne chaque semaine et puis vient poster ses exercices dans le groupe. Et comme ça, il a un feedback des mentors, des autres participants, il participe à mes lives, etc. Donc c'est ultra interactif. C'est vraiment pas la formation en ligne où tu es dans ton coin tout seul. Donc voilà, c'est très très interactif. Donc voilà ce que je fais. Oui, c'est des vrais groupes, quoi. C'est ça, exact. C'est hyper important en fait. Tu vois, j'avais fait cette erreur-là sur le tout premier programme en ligne que j'avais sorti, où il y avait la formation en ligne. Alors, il y avait l'accès au groupe, mais c'était le groupe général post-ADEME, tu vois, qui est accessible à tout le monde, donc ça se perdait dedans, c'était pas cohérent. Donc ça, je l'ai compris assez vite, et c'est pour ça que du coup, j'ai refait entièrement ce programme-là maintenant il y a 1 an, pour qu'il soit hyper complet et surtout qu'il soit hyper interactif avec une communauté. Et ça fonctionne super bien pour ceux qui y participent. Donc voilà ce que je fais, et aussi après, il y a on va dire plutôt le côté présentiel. Et donc là, moi, j'ai commencé des séminaires. Il y en a eu en juin dernier. Et là, le prochain, ça va être mi-janvier à Paris, un séminaire entrepreneuriat. Voilà. Ce sera à Paris le week-end du 18 janvier. Voilà. Donc là, je suis en train de le préparer en coulisses et je vais ouvrir les inscriptions le 30 novembre précisément. Donc, dans pas si longtemps. En tout cas, à la date quand on enregistre. C'est super intéressant parce que je me dis, quand tu accompagnes les gens, en fait, quand on va sur ton site ou qu'on s'inscrit à ta newsletter, on reçoit souvent des histoires inspirantes des personnes qui ont donc du coup fait tes programmes ou que tu as accompagné. Et je vois qu'il y a vraiment une diversité énorme sur le type de profil, sur le type de projet. Donc pour le coup, il y a des personnes qui ont lancé leur podcast, il y a des personnes qui ont lancé leur boîte, il y a des personnes qui ont écrit des livres. Enfin, c'est vraiment, il y a des reconversions professionnelles 180. Quels sont les changements? Est-ce que tu vois des changements quand même assez généraux chez les gens que tu accompagnes? Oui, les changements principaux. Alors, il y a les changements, on va dire, matériels qu'on peut observer. Par exemple, j'ai monté mon projet, j'ai des clients, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires, j'ai un nouveau job. Donc ça, c'est des résultats qu'on peut voir. Et ça, bah oui, il y en a plein. Il y en a plein, plein, plein. Tu vois, on parlait de Side Project. Dans les anciennes promos Side Project, bah oui, il y en a qui ont des nouveaux projets qui sont lancés, il y en a qui sont lancés à plein temps. Donc oui, il y a des résultats concrets. Dans les clients en entrepreneuriat, il y en a, bah oui, le chiffre d'affaires, il a augmenté. Ceux qui ont cherché leur voie, il y en a où, bah oui, aussi, pareil, ils ont concrétisé leur projet, ils ont changé de boulot, etc. Donc ça se voit. Et puis après, il y a aussi les changements intérieurs du type, j'ai davantage confiance en moi. Je m'assume beaucoup plus. Je pense que c'est ça que j'essaie vraiment de transmettre, c'est que à partir de qui tu es, de ce que tu sais déjà faire, bah, en fait, tu peux déjà apporter beaucoup de valeur, que ce soit à un nouvel employeur ou à tes futurs clients, tes clients. Donc ça, le fait d'assumer qui on est, ce qu'on a envie de proposer et de pas de plus écouter tellement les dictates entre guillemets de tu es censé faire tel métier parce que tu as fait telles études, tu es censé travailler de telle manière, etc. Donc je pense que ça, l'affirmation de soi, la confiance en soi, ça aide beaucoup. Une libération aussi, clairement, et puis de manière générale une meilleure connaissance de soi et de son fonctionnement. Tu vois, parce que dans tous les cas, on a besoin, quel que soit l'accompagnement que je fais, il y a toujours cette petite phase d'introspection. Donc, quand on se connaît mieux soi-même, les choses aussi s'améliorent. Donc, voilà, si tu veux, cette phase d'introspection a vraiment cette valeur-là qui est qu'on peut s'en resservir plus tard. On a les bases pour bien se comprendre. Alors, ça ne veut pas dire non plus que tout va mieux, tout est réglé et qu'il n'y a pas d'autres problèmes qui arrivent parce que, de toute façon, tu as dû le constater, la vie est une suite de nouvelles problématiques qui émergent. Donc, au début, je cherche ma voie. Une fois que j'ai trouvé le projet, je me dis « Ah, super, j'ai trouvé le projet, mais maintenant que j'ai trouvé le projet, bah oui, mais il faut trouver des clients. » Donc, nouvelle problématique, c'est trouver des clients. Ah, puis ça y est, j'ai des clients. Ça y est, je gagne ma vie. Super, je me dis que c'est réglé. Non, parce que maintenant, j'ai une nouvelle problématique qui est que, par exemple, je veux pouvoir recruter des gens dans mon équipe pour moi travailler moins. Donc, hop, nouvelle problématique. Donc, de toute façon, il y a toujours toute une suite de problématiques. Donc, moi, je prétends pas régler tous les problèmes du monde avec mon accompagnement, évidemment. Mais en tout cas, apporter aux personnes à cet instant T les solutions dont elles ont besoin et le ressenti dont elles ont besoin pour poursuivre le cheminement dans lequel elles sont, quel que soit le stade. Et aujourd'hui, les gens qui souhaitent donc du coup se joindre et faire partie de ces promos, comme tu les appelais, de ces groupes, comment ils font concrètement? Il me semble que tu as changé récemment aussi de façon d'opérer.
Alors, ça dépend alors, sur l'accompagnement individuel, ça, c'est quand ils veulent, hein, ça, c'est en permanence. Moi, j'ai un petit délai d'attente d'à peu près 6 à 8 semaines pour démarrer un nouveau programme, mais ça, c'est toute l'année. Et ensuite, sur les programmes en ligne, alors, Side Project, donc pour lancer un projet entrepreneurial en parallèle d'un job, lui, c'est à date fixe. Donc là, il y a une promo qui est en cours, hein, une promo de 35, qui sont à peu près participants, qui a démarré début octobre, donc jusqu'à Noël, Nouvel An, là, ils sont dedans. Et du coup, Side Project, je pense a priori la rouvrir en mars. Donc, tu vois, il y a quand même c'est à peu près 2 fois, peut-être 3 fois par an max, hein, mais c'est tout. Par contre, l'autre programme qui est Nouveau Départ, donc pour trouver sa voie, c'est une formation qui se fait sur 7 semaines. Et effectivement, donc tu l'as vu passer, c'est qu'avant, il y avait aussi des dates de démarrage. Et là, depuis, c'est très, très récent, ça fait même pas une semaine, j'ai décidé qu'elle soit ouverte en permanence aux inscriptions. Donc, pour que les personnes, quand elles sentent que c'est le moment, elles puissent y aller. Voilà, je teste aussi ce nouveau format-là parce que je sens que, tu vois, quand c'était fermé et qu'il y avait une liste de préinscription, il y en avait tous les jours qui se préinscrivaient. Et je me dis, c'est hyper dommage quand même si elles ont l'énergie pour ça, qu'elles y aillent. Et en plus, je me suis rendu compte dans le groupe que en 7 semaines, oui, on fait des choses, mais on a besoin de temps. Donc, j'ai vraiment revu totalement cette notion de temps avec Nouveau Départ. Donc là, en tout cas, pour l'instant, là, je teste pendant 2 mois. Nouveau Départ est accessible tout le temps. Est-ce qu'il y a des choses, avant de passer à la toute dernière question, qu'on n'a pas abordées, que tu voudrais mentionner pour des gens qui justement sont en train de changer de voie, de mission? Il y a une chose que j'ai souvent envie de dire aux personnes qui me lisent ou qui me parlent, etc., c'est que tourner dans sa tête pendant un moment, ou d'un moment on arrive à un mur. Donc c'est vraiment très important de toujours allier cette réflexion sur soi et l'action. Tu vois, ça c'est s'il y a une recommandation clé, c'est que on peut facilement s'épuiser. Tu vois, au bout de quelques semaines, quelques mois à se poser des questions et à rester avec soi, il faut impérativement aller sur le terrain, tester des choses, faire des choses et pas avoir peur de tester des choses, même si on ne sait pas encore ce que ça va donner. Un projet, on ne sait pas si ça va nous plaire ou pas. C'est même pas tellement est-ce que ça va fonctionner, c'est est-ce que ça va me plaire, tu vois. Et au bout d'un moment, le mental, les petits vélos, ils ont fait 50 000 fois le tour et c'est plus très constructif. Donc, il faut vraiment toujours en permanence être dans l'action et dans l'introspection. Toujours ce parallèle des deux. C'est pour ça que je te disais, dans les programmes d'accompagnement aussi, hein, d'une fois sur l'autre, il y a des exercices de réflexion sur soi et l'action et toujours avoir les deux. Donc, demandez-vous, là, pour ceux qui écoutent aujourd'hui, si ça coince, est-ce que ça vient d'un manque d'action ou d'un manque de réflexion sur soi? Mais il y a a priori nécessairement un déséquilibre entre les deux qui peut jouer. Ah, c'est super, merci beaucoup pour ce conseil. Alors, donc du coup, on arrive à la dernière question que je pose à tous mes invités. Si tu avais une baguette magique qui te donnait le pouvoir de changer n'importe quelle chose dans le monde, qu'est-ce que tu changerais? Beaucoup de choses. Alors, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on vient de se dire, quoique si, il y a quand même un lien. Moi, je supprimerais toutes les bouteilles de Coca-Cola, de soda et les pots de Nutella des supermarchés dans le monde, tu vois, s'il y avait un truc à faire. D'ailleurs, Je seconde. ça a un lien avec Postadem aussi d'une certaine manière, parce que quand on est justement en questionnement et qu'on lance des projets, on a besoin de beaucoup d'énergie. Donc, on a besoin aussi au maximum d'être en bonne santé, d'être en bonne forme, en bonne énergie. Et je le vois énormément chez les personnes que j'accompagne aussi. Ça vient souvent de la fatigue, hein. L'épuisement, c'est de la fatigue, c'est j'ai pas le temps pour moi et j'ai pas l'énergie, je procrastine. Quand j'ai du temps, j'ai du mal à travailler dessus. Et ça vient aussi beaucoup de notre énergie physique. Donc, tu vois qu'il y a un lien en tout cas avec Postadem, mais c'est vrai que ça me rend assez dingue parce que je vais quasiment plus dans les supermarchés. Voilà, j'y vais quasiment plus maintenant et les rares fois où je me retrouve à y aller comme hier, c'est pour ça que j'y pense. Quand je vois tous les rayons de nourriture industrielle hyper sucrée, ça me rend dingue. Donc, pour notre santé, pour l'environnement, voilà ce que je ferais de ma baguette magique. Ah, je suis d'accord, c'est la base, de toute façon, la beauté. Bon, écoute, merci beaucoup, Charlotte, pour ton temps, pour tes conseils. Je mettrai dans les notes de l'épisode, de toute façon, tous les liens et tes contacts, enfin, tes coordonnées pour que les gens puissent te contacter si besoin. Et voilà, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le partage de mes lectures, des expériences personnelles et des interviews vous plairont et vous aideront si vous êtes comme moi, en train de vivre un changement dans votre vie. Si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter sur YouTube, Facebook, Instagram @hdc.podcast, m'envoyer un mail à l'adresse hdc.podcast@gmail.com, hdc comme histoire de changer, ou bien vous pouvez partager votre histoire sur les commentaires iTunes que je lirai sur les prochains épisodes. Prenez soin de vous
et à la prochaine fois. Your horizons in all directions at once.